C'était un peu intimidant même. Dans un lancement, non mais dans un lancement, on espère quelque chose de plus positif que dans une discussion. Dans une discussion, ça peut être critique, mais dans un lancement, il faut que ce soit festif. Donc si on commence à critiquer des choses, ça veut... mais donc c'était parfait, c'était vraiment très beau. Oui, c'était à la librairie Olivieri. Non, c'était il y a 2 semaines ou 3 semaines. Quand même, ouais. Je sais. Est-ce que Jean vous a dit qu'on enregistre? Est-ce que vous pouvez bouger un petit peu? Grosso modo, la grandeur du tableau de bureau. Comme ça, derrière. Sans problème, on vous D'accord. suit à ce moment-là. D'accord. Si jamais vous voulez vous approcher de l'écran, c'est pas très grave, on vous perdra, mais revenez D'accord. assez rapidement. Ok. On peut faire. Ah, voilà. Bonjour. Je prévois combien de minutes de présentation, parce que je peux un peu m'adapter, mais... Actuellement, on donne 1h15, donc 13h à 2h15. Ok, Donc, ça peut facilement être 45 minutes de d'accord. présentation sans Ok, je aucun comprends. problème. Ensuite, il y a des Mais c'est très questions-réponses. très long alors, ok. J'avais pas prévu forcément Non, aussi ben là, long, vous mais... pouvez y aller c'est ça, Non, mais je peux, du coup, non, non, mais je peux être prendre plus votre long, temps. être plus long Oui, sur les explications, les la discussion, contextes. exactement. Puis on a un bon 15-20 minutes après pour prendre les questions et répondre. D'accord, C'est possible. c'est parfait. Bonjour, simplement aviser les gens qui se joignent à nous en ligne. Nous allons débuter dans 2 petites minutes. Merci. Est-ce que Philippe a mis les diapots d'introduction? Non, hein? Si, c'est ça. En fait, c'est celui-là. Si on fait une... Vous pouvez avancer? Après, Ah, OK. c'est autre chose. Je vais vous demander de la mettre pendant que je parle. Celle-ci. Ça, c'est déjà là, c'est ce qu'on voit. Là, je vais vous demander d'avancer. Je vais vous dire prochaine diapo, s'il vous plaît. Avancez, si ça veut bien. C'est parce que ça va Voilà. ici. Puis une dernière fois, ça va être pour vous présenter vous. Voilà. Ah, d'accord. Puis finalement, ça va être normalement la vôtre devrait suivre. Peut-être qu'il faut la fermer puis l'ouvrir ensuite, la vôtre. D'accord. Ici. Ça faudrait que j'ouvre ici, hein. Ah bon, Ok. ça va aller? Oui, c'est bon. OK. Donc ici, je dois quand même relancer peut-être. Ok. Alors bonjour, il est 13h04 maintenant. Alors nous allons débuter le webinaire. Bienvenue à tous, mon nom est Sarah Fortin. Je suis la coordonnatrice au transfert des connaissances pour le Réseau canadien des centres de données de recherche. Le webinaire d'aujourd'hui est organisé avec le Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales, le CIQSS que vous connaissez sans doute tous, ainsi qu'avec la collaboration du département de démographie de l'Université de Montréal. Alors ceci veut dire que nous avons donc des participants en ligne via le webinaire, également des personnes ici même à Montréal dans les bureaux du CIQSS en personne.
Euh, Avant de présenter notre conférencier d'aujourd'hui, simplement dire, vous rappeler que le Réseau canadien des centres de données de recherche, le RCCDR, est une infrastructure de recherche pan-canadienne. Si vous voulez bien avancer la prochaine diapo, merci. Comme on peut le voir donc sur cette image, qui comprend donc présentement 27 installations à travers tout le pays. Et en fait, ce sera bientôt 30. Et bien entendu, au Québec, nous en avons 5, ici même à l'Université de Montréal, à l'Université Laval, à Sherbrooke, à l'UQAM ainsi qu'à McGill. En plus de remercier donc, le département de démographie, j'aimerais souligner l'appui habituel de nos grands partenaires qui sont Statistique Canada, le CRSH, les IRSC, la Fondation canadienne pour l'innovation et bien entendu les universités hôtes d'un laboratoire. Prochaine diapo, merci. Alors, sans plus tarder, voici donc notre présentateur d'aujourd'hui, monsieur professeur Stéphane Moulin, qui est donc professeur agrégé au département de sociologie de l'Université de Montréal. Ses principaux intérêts de recherche à ce jour, bien entendu, un tout jeune professeur, donc on en aura qui vont s'ajouter, j'imagine, au fil des années. Il y en a déjà pas mal quand même, selon les... Donc, on parle d'inégalité et d'injustice sociale dans le champ de l'emploi en particulier, entre les hommes et les femmes plus particulièrement, la sociologie de la quantification, et les parcours scolaires des jeunes, notamment l'insertion professionnelle et l'entrée dans la vie adulte. Il est co-auteur de nombreux articles scientifiques et de quelques ouvrages, dont son plus récent qui vient tout juste de paraître, et si je ne m'abuse, la présentation d'aujourd'hui porte en grande partie, est basée sur cet ouvrage qui vient de sortir aux presses de l'Université de Montréal, Inégalité, mode d'emploi, l'injustice au travail au Canada. Alors voilà, sans plus tarder, merci Stéphane d'être là aujourd'hui et je vous cède donc la parole. Peut-être une petite dernière précision pour ceux qui nous écoutent en ligne. Je m'excuse, j'ai oublié de vous dire que vous pourrez poser des questions, bien entendu. Je vous invite à les écrire en cliquant sur l'onglet « Questions » sur votre écran. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez cliquer sur la petite flèche rouge qui est en haut à droite de votre plateforme webinaire et vous verrez donc apparaître l'onglet « Questions ». Vous pouvez les écrire et je les lirai pour vous. Merci. Merci beaucoup, Sarah, pour cette présentation. Je remercie évidemment beaucoup le Centre pour l'invitation et puis plus particulièrement Jean. Je vais présenter aujourd'hui des problèmes, des défis que pose autour de la quantification des inégalités dans l'emploi au Canada. Ça va être pour moi aussi l'occasion peut-être au début de ma présentation d'introduire plus largement sur mon livre que je viens de publier, donc Inégalité, mode d'emploi, l'injustice au travail au Canada, aux presses de l'Université de Montréal, au début de l'année 2016. Alors peut-être, donc je vais commencer par par une mise en contexte d'où vient le livre, et puis j'en viendrai après aux questions que je vais aborder dans la présentation. Alors d'où vient le livre? Peut-être la première phase de recherche qui a débouché sur le livre, elle est très ancienne, en fait, elle vient de ma thèse. J'avais étudié pendant ma thèse que j'avais réalisée au laboratoire d'économie de sociologie du travail en France les discriminations salariales entre les sexes et plus particulièrement la question de la mesure de la discrimination salariale entre les sexes et cette mesure qui est proposée par les économètres, les spécialistes de l'économie en statistique sociale. Et puis donc j'avais essayé, j'étais parti dans ma thèse d'un étonnement, c'était l'étonnement que les économètres qui mesurent la discrimination salariale ne se référaient pas à des philosophies politiques de la justice, alors même qu'ils mesurent quelque chose qui est d'ordre normatif, donc la discrimination salariale. Donc ils en faisaient une question d'ordre uniquement positif, donc de mesure, d'ordre technique, sans rentrer dans des débats de philosophie politique de la justice. Et d'ailleurs, le premier économiste qui avait proposé des théories de la discrimination, Gary Becker, l'a dit explicitement dans son ouvrage de 1957. On peut très bien parler de discrimination sans rentrer dans des débats sur la philosophie politique. Alors, pour moi, c'était quand même très étonnant. Et puis, donc, l'idée de ma thèse, ça a été d'essayer d'articuler les philosophies politiques de la justice avec les mesures qui sont proposées, en essayant de montrer qu'en fait, il y a une articulation, que derrière les mesures, il y a des formes
implicite de conception de la justice. Donc c'était aussi assez technique. Je proposais des mesures économétriques, alors de ce que j'ai appelé les barrières discriminatoires. Donc donc on retrouve ces deux éléments dans le livre. Alors le premier élément lié aux philosophies politiques de la justice dans la première partie du livre, et puis les aspects de barrières discriminatoires dans la troisième partie du livre. L'idée était de dire que avant de mesurer des discriminations salariales, il faut s'interroger sur les processus qui conduisent les personnes à des positions différenciées dans l'emploi en matière de chômage, donc d'accès à l'emploi, d'instabilité dans l'emploi, en matière de temps de travail, deuxième dimension, et troisième dimension en matière de qualification et de responsabilité. Puis c'est les chapitres 7, 8 et 9 de mon ouvrage. Donc j'ai repris pas mal d'éléments, mais évidemment des éléments d'ordre plutôt théorique dans mon ouvrage. Mais entre-temps, je suis arrivé au Canada et donc j'ai aussi hérité d'un cours que donnait Paul Bernard, mon collègue Paul Bernard, qui s'intitule L'inégalité sociale et marché du travail. Et donc progressivement, j'ai essayé de mieux comprendre le contexte canadien, extrêmement différent du contexte français. Progressivement, j'ai commencé à écrire différentes choses autour des questions d'inégalité dans l'emploi. Et l'idée m'est venue donc d'écrire un ouvrage faisant une synthèse de ces inégalités. Alors, évidemment, du coup, dans cette deuxième phase, j'ai hérité de pas mal des discussions que j'ai pu aussi avoir avec Paul Bernard, qui, comme vous le savez peut-être, donc travaillait sur les régimes providentiels, les régimes d'État-providence, travaillait aussi sur les parcours de vie. Alors, notamment, en fait, c'est surtout la deuxième partie du livre que j'ai travaillé ces dernières années, finalement, et bien sûr l'analyse aussi empirique au Canada. Donc deuxième partie qui vise à mettre en contexte historiquement les rapports sociaux que tisse le travail ou l'emploi au Canada. Donc le mettre en contexte historiquement et aussi comparer le rapport salarial au Canada avec le rapport salarial dans d'autres pays. Alors ça donne cet ouvrage qui est composé de trois parties. Une première partie vraiment d'ordre théorique, où je présente la perspective sociologique que je distingue de la perspective économique, où je développe l'idée d'une approche sociologique de la justice sociale, pas seulement des inégalités, mais de la justice sociale. Donc ça, c'est le deuxième chapitre. Troisième chapitre où je propose un modèle sociologique. Je vais avoir un schéma où je vais quand même reprendre ce modèle rapidement tout à l'heure. Deuxième partie, donc, où je fais une mise en perspective historique des transformations du travail, puis aussi des évolutions récentes, où je compare le rapport salarial canadien aux autres rapports salariaux. Pour le terme rapport salarial, je pourrais y revenir peut-être, mais je fais référence à Robert Castel en France, à ce qu'il entend par le rapport salarial. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Et la troisième partie où j'analyse empiriquement les différenciations sociales, donc en matière de chômage, en matière de temps de travail, en matière de qualification et responsabilité, puis en matière de revenus. Alors je vais, dans cette présentation, me focaliser vraiment particulièrement sur la dernière partie de cet ouvrage-là, même si j'ai quand même rajouté deux, trois éléments. Il m'a semblé intéressant quand même de revenir sur les défis que pose l'analyse des inégalités à partir des séries historiques et puis aussi des données comparées dont on dispose. Alors, les séries historiques, c'est les séries historiques de Statistique Canada. Hein, et les données comparées, c'est principalement les données comparées que nous propose l'OCDE pour comparer les pays entre eux. Alors, je voudrais revenir rapidement avant de répondre aux trois questions qu'on avait préparées sur ces défis-là, parce qu'il me semble que ça cadre bien les problèmes de quantification qu'on peut se poser. Et puis après, donc je reviendrai sur les trois questions. Donc, comment l'analyse sociologique peut-elle prendre en compte la pluralité des dimensions et des facteurs des différenciations sociales dans l'emploi?
comment l'approche longitudinale modifie-t-elle les instruments et les diagnostics en inégalité, des inégalités en matière de chômage et de temps de travail, car dans ces 2 chapitres sur le chômage et le temps de travail, j'ai beaucoup utilisé l'enquête sur la dynamique du travail et du revenu de Statistique Canada, et en essayant de montrer qu'on obtient des résultats très différents de ce qu'on peut obtenir quand on utilise l'enquête sur la population active ou les données de recensement. Et donc une dernière partie sur les différenciations en matière de qualification professionnelle. Je vais quand même axer beaucoup mon intervention sur une réflexion sur les catégories traditionnelles de mesures qu'on utilise et qui sont institutionnalisées dans l'appareil statistique canadien. Je pense plus particulièrement au taux d'activité, je pense plus particulièrement au taux de chômage, au taux de travail à temps partiel involontaire et également à la notion de qualification. Donc ce sont ces 4 notions, catégorisation ou indicateurs statistiques que j'ai envie de discuter dans cette présentation-là. Alors peut-être, donc pour commencer, j'aimerais revenir sur les défis que pose l'analyse des séries historiques, puis plus particulièrement sur l'indicateur du taux d'activité dans une perspective historique d'assez long terme, disons, et sur ce qu'il signifie et sur ce qu'il cache, comment en tout cas il est difficile à interpréter. Alors, je vais d'abord peut-être présenter quelques éléments, puis en venir au problème qu'il pose pour peut-être introduire aussi l'idée de rapport salarial. Alors, prenons un graphique qu'on peut assez facilement reconstituer, qui est celui du taux d'activité des hommes et des femmes de 1946 à 2013, qu'on peut reconstituer en appareillant 2 séries de données d'une même enquête, mais avec des méthodologies différentes. C'est l'enquête sur la population active. Donc il y a une rupture de données qu'on voit assez nettement donc sur le graphique en 1976. Je ne rentrerai pas dans le détail de cette rupture de données. On voit un petit saut d'ailleurs qui nous montre bien qu'il y a une rupture de données, mais malgré tout, malgré la rupture de données, on peut évidemment rentrer dans le détail technique de ce que ça change, mais il reste que les tendances sont assez claires. Donc on voit une stabilité légère décroissance, mais une stabilité des taux d'activité des hommes de 25 à 44 ans, une chute des taux d'activité des hommes de 65 ans et plus, et une augmentation très grande des taux d'activité des femmes de 25 à 44 ans. Alors évidemment, pour les taux d'activité des hommes de 65 ans et plus, ça change à partir de 2000. Ça, on pourrait évidemment développer sur ces évolutions récentes, mais sur le long terme, ça a beaucoup diminué jusqu'en 2000, en fait. Alors, comment on interprète ces courbes traditionnellement? Je vais peut-être me focaliser peut-être plus précisément sur les taux d'activité des femmes qui ont augmenté. Bien, on dit, bon ben voilà, il y a eu un modèle qui a disparu, qui est celui de l'homme pourvoyeur, le modèle de l'homme pourvoyeur. Puis les femmes sont entrées dans le marché du travail, et maintenant c'est le modèle de la double carrière qui est apparu. Alors, par rapport à cette interprétation-là, je pense qu'il faut s'inscrire en faux sur cette interprétation-là. C'est une incompréhension de ce que nous disent ces statistiques-là, et en grande partie dû au fait, selon moi, que la notion de taux d'activité ne s'appliquait pas encore bien dans toute la première partie de la période, peut-être même jusqu'aux années 70, on pourrait dire, jusqu'aux années 70, car le rapport salarial n'avait pas encore émergé. Alors, c'est quoi ce rapport salarial? Peut-être avant de le dire, c'est quoi les problèmes qui sont derrière? Bon, bah,
principalement une grande partie des femmes de 25 à 44 ans, on peut penser par exemple à celles qui sont des conjointes d'agriculteurs, travaillaient. Donc il y a tout un ensemble de sociologues comme Léon Gérin qui l'ont noté par des observations ethnographiques. Donc elles travaillaient tout autant, y compris dans les champs, et pas seulement à l'intérieur pour confectionner des bonnets, des mitaines. Et donc le fait de les considérer comme des inactives est erroné en fait. C'est simple, on ne capte simplement que la représentation que l'on se faisait à l'époque de la notion d'activité, qui n'était pas calquée sur la notion statistique de taux d'activité. Alors là, on pourrait reprendre les travaux sur l'émergence de la notion de chômage, notamment dans l'ouvrage l'ouvrage de l'invention du chômage en France, qui détaille un petit peu l'émergence de cette correspondance entre un modèle statistique et le modèle des représentations des personnes. Et qu'est-ce qui se joue derrière, hein? C'est toutes ces situations de semi-activité où on travaille à domicile, ou alors on n'est pas rattaché à un établissement, ou on est conjointe de quelqu'un qui travaille, mais on n'est pas considéré comme actif, même si on travaille tout autant. Alors là, on a cette vision, je pense, un peu erronée, et qui est liée au fait que la notion pour moi de taux d'activité ne commence à avoir du sens qu'à partir des années 70. Alors deuxième exemple, l'utilisation de l'enquête sociale générale de 1986. C'est une enquête qui nous permet d'ailleurs de revoir la même chose, hein, on voit que 18,5% des filles de 35 à 54 ans déclarent ne pas avoir travaillé pendant les 12 derniers mois, alors qu'elles déclarent que leur mère ne travaillait pas dans 82% des cas. Donc on retrouve cette même représentation, hein, de mères qui ne travaillent pas, alors qu'en fait, elles ont des activités de travail. Donc c'est la question de la reconnaissance du travail ici, de la reconnaissance de l'activité. Alors, qu'est-ce qu'on a comme processus dans tout ce temps-là? Donc, qu'est-ce que nous dit Robert Castel? On a un processus une émergence du rapport salarial qui se caractérise par deux choses. Un processus de salarisation, les gens vont devenir de plus en plus des salariés, et donc ces situations intermédiaires entre l'activité et l'inactivité vont disparaître. Et parallèlement, il y a le développement de l'État-providence, de tous les systèmes d'assurance chômage, assurance maladie et retraite. Et dans le cas du Canada, hein, ce processus ne se termine pas avant les années 70. Et donc, l'idée, une des idées du livre, c'est que les notions finalement de taux d'activité, les notions de salariés même, on manque de pertinence avant ces périodes-là. Donc, il faut faire attention aux interprétations qu'on tire des données statistiques de long terme. Alors, par exemple, une autre figure qui disparaît des statistiques d'ailleurs, dans un cas comme dans l'autre, c'est la figure des religieuses et des religieux. D'ailleurs, mais des religieuses qui travaillent tout autant que les religieux. Donc là, pour le coup, c'est très similaire. Et elles sont pas présentes. En tout cas, elles ne sont pas présentes tant et autant qu'elles sont dans des communautés religieuses. Et l'enquête sur la population active, à ma connaissance, ne portait pas sur les personnes qui étaient dans des communautés, dans des institutions. Et donc, ça les éliminait du tableau statistique aussi. Et les religieuses, dans les années 60, début des années 60, c'est 40 000 personnes. Les religieux, c'est 40 000 personnes encore, c'est 80 000 personnes. Enfin, c'est beaucoup de personnes. Alors, on voit toutes ces personnes ces situations de semi-activité qui disparaissent, hein. Alors ça, c'est le passé. Peut-être par rapport à l'avenir, la notion de salarié est difficile aussi à prendre en compte. Donc, il y a un flou lié à la salarisation des comptables, des médecins et des avocats. C'est l'idée d'incorporation dans des sociétés. Et aussi lié à la croissance de travailleurs autonomes sans aide rémunérée.
Donc je ne commenterai pas là le graphique qui est ici, mais ces deux croissances récentes et parallèles font qu'il y a un flou entre qui est salarié, qui est autonome, qu'est-ce que ça veut dire être salarié et être autonome. L'idée que les autonomes, c'est les employeurs ou ou en tout cas des personnes qui donc n'ont pas de relation de subordination est assez flou, de plus en plus flou. Donc là, ça fait partie des éléments statistiques qui sont difficiles peut-être à traiter dans les données récentes. Alors, autre défi, l'analyse comparée. Donc ces défis-là sont dans mon livre, donc je les traite dans la question de comment on peut utiliser et interpréter des données, par exemple de l'OCDE sur les différents pays pour caractériser les rapports salariaux qui sont maintenant installés justement depuis l'émergence que j'ai décrite, hein, le double processus de salarisation et de systèmes de protection sociale, disons, après les années 80. Qu'est-ce que ça a mis en place comme type de rapports salariaux différents? Alors, donc là-dedans, il y a trois dimensions qu'on peut retrouver. Les régimes publics de protection sociale, évidemment, les régimes de l'action syndicale également, et les régimes de régulation de l'emploi. Alors, pour ces trois grands ensembles, on a tout un ensemble d'indicateurs de l'OCDE. Donc, par exemple, on a les indicateurs de dépenses des administrations publiques en pourcentage du PIB pour les régimes publics de protection sociale. On a les indicateurs de taux de syndicalisation pour les régimes de l'action syndicale. On a les indicateurs de rigueur de la protection de l'emploi c'est un des indicateurs pour les questions de régulation de l'emploi. Alors, dans tous les cas, je pense que les indicateurs sont très difficiles à interpréter, ont un certain nombre de limites pour capter les différences de régimes dans lesquels on est, et pour peut-être capter justement la spécificité du Canada. Alors, Esping-Andersen a proposé justement des indicateurs différents et qui sont quantitatifs, mais qui sont inspirés d'une vision qualitative hein, des régimes publics de protection sociale. Donc, il analyse l'admissibilité, la durée et les montants de prestations de différents programmes d'assurance, les retraites, la santé et le chômage. Alors, ça a été, je pense, un apport majeur hein, pour essayer de mieux comprendre. Et puis, on peut effectivement voir que le Canada est un régime libéral, donc avec un régime d'assurance emploi où on démarchandise très peu, un régime aussi des régimes de retraite où on démarchandise très peu. Et bon, par rapport à la santé, c'est moins le cas, mais sur ces deux programmes d'assurance-là, on est dans un régime libéral, en tous les cas. Alors, ça pose quand même un certain nombre de problèmes supplémentaires, c'est qu'il y a par exemple les régimes collectifs privés, et que les régimes collectifs privés, c'est pas des régimes publics, mais c'est pas non plus individuel. Donc, c'est aussi collectif. Donc, ça crée une certaine forme de démarchandisation au sein de collectifs de travail. Et ça, c'est une spécificité de certains pays. En tout cas, ça n'existe pas, ces régimes collectifs, où ça a beaucoup moins d'importance dans des pays, par exemple, dans les pays d'Europe centrale, par exemple en France. Donc, et ne pas les prendre en compte, c'est oublier cet aspect-là. Deuxième aspect, évidemment, c'est les questions de défamilialisation que Esping-Andersen n'a pas trop regardé, puis que des critiques féministes vont développer avec les services de garde et l'assurance parentale. Et là, pour le coup, on a une différence très très nette entre le Québec et les autres provinces. Et donc le Canada, là, il faut désagréger. Deuxième point, les régimes d'action syndicale. Alors, on utilise le taux de syndicalisation de l'OCDE. Je pense que cet indicateur ne nous permet pas de montrer des différences qualitatives majeures entre des régimes d'action syndicale différentes, notamment ce que j'ai essayé de distinguer les régimes professionnels et les régimes démocratiques. Hein, on est dans des régimes professionnels au Canada, c'est-à-dire que ce qui est pertinent, en fait, c'est le taux de couverture syndicale, le nombre la proportion de personnes qui ont une convention collective,
qui sont couverts par une convention collective, et ceux qui ne sont pas couverts par une convention collective n'ont pas en fait accès à un syndicat. Dans des régimes démocratiques, on peut adhérer, tout le monde peut adhérer à des syndicats. Donc c'est une toute autre, et les conventions collectives s'appliquent à l'ensemble de la main-d'œuvre. Donc la notion de convention collective, la notion de syndicat est différente, donc, par exemple en France et au Canada. Et donc cet indicateur-là, il faut faire attention dans les comparaisons. Donc ce qui me semble intéressant d'emblée, c'est quand même de dire qu'au Canada, on est dans un régime, un régime professionnel avant tout, avant de donner les taux de syndicalisation. Après, les taux de syndicalisation sont plus élevés, les taux de couverture syndicale sont plus élevés au Québec que dans les autres provinces. Donc ça, on peut aussi faire des distinctions. Régime de régulation de l'emploi. On a l'indice de rigueur de la protection de l'emploi qui est en fait un indicateur basé sur 25 évaluations des pays. Donc c'est très complexe et assez bien fait tout de même, hein. Alors cela dit, ça, encore une fois, ça ne mesure pas comment la protection opère qualitativement. Alors, on voit par exemple qu'au Canada, c'est par l'ancienneté dans l'emploi qu'il y a surtout c'est comme ça que la protection opère, alors que dans d'autres pays comme la France, c'est par le contrat de travail. Et ça, c'est très, très différent. Également aussi, si on prend un seul des items de cet indicateur, il y a des grosses différences entre le Québec et puis les autres provinces, comme le fait qu'il y a une protection pour ceux qui ont une ancienneté de plus de 2 ans au Québec, et qui n'existe pas dans les autres provinces. Et ça, c'est le fait de travailler sur le Canada ne permet pas de le prendre en compte. Donc ça me permet, si vous voulez, à la fois de montrer deux choses en fait. Que ces indicateurs-là donc ont certaines limites et qu'il est bon de trouver des formes d'indicateurs qui quantifient des qualités. Comme j'ai pu le montrer. Puis, deuxièmement, évidemment, il faut désagréger. Hein. Le niveau canadien, là, est pas pertinent. Et dans certains cas, il faut évidemment comparer les provinces entre elles. Alors, j'en reviens aux questions que je devais aborder initialement. Vous verrez qu'il y a évidemment des parallèles, puisque ça pose le cadre d'analyse comparée et puis aussi l'évolution historique. Premier aspect, comment on analyse, comment l'approche sociologique peut-elle prendre en compte la pluralité des dimensions et des facteurs d'inégalité. Alors les dimensions, c'est quoi? Les dimensions, c'est les dimensions dans les rapports salariaux qui font qu'il peut y avoir des différenciations. Donc, par exemple, ça renvoie au chômage, emploi, ça renvoie également au niveau de qualification, ça renvoie au temps de travail, ça renvoie au revenu. C'est des dimensions différentes. Et facteurs, évidemment, c'est les facteurs d'inégalité, le genre, l'âge, l'origine ethnique, etc., etc. Alors, il y a une pluralité de dimensions et il y a une pluralité de facteurs. Alors, on ne peut pas seulement regarder le salaire. Le salaire a beau être une synthèse de l'ensemble d'un ensemble de choses, il reste qu'il y a des processus en amont. Et deuxièmement, la pluralité des facteurs, ça c'est assez bien développé par ailleurs par beaucoup de travaux. Hein. Il y a tout un ensemble de choses qui sont difficiles à regarder, liées à des effets de composition, des effets d'interaction. Et il y a une dimension aussi politique de la différenciation sociale, c'est-à-dire que les différenciations ne sont pas seulement le reflet de caractéristiques individuelles, mais le reflet de régimes d'action publique qui jouent sur les parcours des personnes. Dans ce cadre-là, si on regarde par exemple, alors juste une question sur la pluralité des dimensions, qui me permet d'introduire peut-être le modèle, c'est la question du chômage. En un sens, ça paraît simple, qui est au chômage. Mais dans le détail, en fait, on s'aperçoit qu'il y a tout un ensemble de flous. Puis là, je vais m'intéresser juste au flou entre chômage et ceux qui sont actifs occupés, hein, ceux qui sont en emploi. Donc vous voyez en haut de ce graphique la définition qui s'applique de manière différente selon les agences statistiques, hein, mais de la définition du chômage. Donc il faut évidemment donc ne pas occuper un emploi, être disponible et rechercher activement un emploi.
Dans ce cas-là, on est défini comme chômeur. Tous les autres qui occupent un emploi sont dits actifs occupés. Or, il y a ici un flou entre ceux qui sont vraiment actifs occupés, je dirais, et ceux qui sont vraiment chômeurs. Parce que quand on est par exemple en travail discontinu, quand on sait très bien que le mois d'après on va être au chômage, on n'est pas tout à fait en situation d'emploi, au sens où on est déjà en recherche aussi active d'un autre emploi. Mais on ne met pas ces personnes-là dans les chômeurs, on les met dans les actifs occupés. Alors ça c'est un premier flou. Deuxième flou, donc c'est le flou lié à l'instabilité dans l'emploi. Deuxième flou, c'est le flou, donc c'est travail discontinu là. Deuxième flou, c'est le flou lié au temps réduit involontaire. Hein. Tout un ensemble de personnes, et notamment des femmes, qui travaillent à temps partiel et qui aimeraient bien travailler à temps plein. Donc elles sont en quelque sorte en chômage partiel. C'est une forme de chômage également. Elles recherchent un emploi à temps plein, donc elles sont aussi au chômage. Donc là, on a une deuxième catégorie très importante de la main-d'œuvre qui est en sous-utilisation de leurs capacités. Je rajouterais peut-être, ça c'est un graphique qui est inspiré de Freycinet, un sociologue français, mais je rajoute à son analyse le travail surqualifié, parce que quand on travaille à des emplois qui n'exigent pas les niveaux de qualification qu'on possède et qu'on aimerait travailler idéalement dans un emploi qui correspond à nos qualifications scolaires, eh ben, on est aussi dans une forme de sous-utilisation et donc qui ressemble à une définition du chômage, non institutionnelle peut-être, mais qui ressemble à une définition du chômage. Donc là, il y a tout un ensemble de sociologues sur lesquels je me base, notamment Margaret Maruani en France, qui, soit dit en passant, à qui j'ai volé un concept pour donner mon titre au livre. Donc le concept de mode d'emploi est un concept qu'elle utilise. Elle dit que les modes d'emploi nous permettent d'analyser les modalités d'accès au statut, notamment une modalité d'accès au temps de travail. Et elle analyse ça donc comme des modes d'emploi et non pas comme des aménagements du temps du travail. Donc elle a toute une conceptualisation de ça. Puis j'ai utilisé son concept parce que ça me permettait aussi de faire un jeu de mots sur l'idée de mode d'emploi ou de manuel pour regarder les inégalités pour donner le titre de mon livre. Alors, ça c'est le modèle général que j'ai développé dans mon chapitre 3. Bon, les aspects principaux rapidement. Donc on a ici les dimensions la question principale d'injustice sociale, de quantification d'injustice sociale qui est reliée. Donc là, c'est la continuité de l'emploi avec la question du chômage, de la mesure du chômage, de la quantification du chômage, le temps de travail avec la question du temps partiel involontaire, les responsabilités qualification avec la question de la surqualification, mais aussi du plafonnement, le plafond de verre, si on peut l'appeler comme ça. Donc, et puis la question des revenus directs et indirects avec les questions de discrimination salariale et puis des cas extrêmes aussi. En termes de différenciation sociale, donc il faut bien sûr regarder les effets d'interaction et de composition de l'ensemble des facteurs des inégalités, mais également comment ils interagissent avec les systèmes d'assurance, les politiques, les régimes qui encadrent les parcours des travailleurs. Donc on a ici une différenciation qui est à la fois individuelle et politique. Et la notion de différenciation sociale, je m'inspire, même si ce n'est pas complètement peut-être ce qu'elle entend par là, mais je m'inspire du travail de Daniel Juteau au Québec. Alors, alors deuxième question, c'est les inégalités en matière de chômage et de temps de travail. Je vais aborder ça surtout à travers une lunette qui est celle d'une discussion de ce que de la façon dont on se représente les inégalités quand on utilise l'indicateur du taux de chômage, l'indicateur traditionnel du taux de chômage, versus ce qu'on a comme résultat, ou ce que ça appelle comme diagnostic quand on utilise une base de données longitudinale qui suit les individus
En l'occurrence, donc c'est les bases de données que je compare, c'est l'enquête sur la population active. Et puis, l'enquête sur la dynamique du travail et du revenu. Alors, j'ai utilisé le dernier panel où on suit des personnes de 2005 à 2010 pendant 6 années. Et donc, alors, des premières différences s'imposent en matière de quantification. C'est sûr qu'on ne va pas quantifier de la même manière du tout. Par exemple, excusez-moi, une première différence, c'est que alors que dans l'EPA, on a une semaine de référence, et c'est d'ailleurs les recommandations internationales nous disent de prendre une semaine de référence. Ici, dans l'enquête sur la dynamique du travail et du revenu, on va considérer comme unité de référence l'ensemble du mois. Donc ça, c'est une grosse différence déjà. Mais au-delà de cette différence-là, moi, ce qui m'intéressait plus, c'était la différence en termes d'indicateurs. Alors, qu'est-ce qu'on a d'un côté? On a des taux de chômage et des proportions de travailleurs à temps partiel qui, je me limiterai peut-être rien qu'à cette propriété, qui exclut tous les inactifs à une semaine donnée. C'est quand même beaucoup de personnes d'exclure tous les inactifs à une semaine donnée. Et un autre indicateur que j'ai développé, qui est simplement le passage par le chômage ou le passage par le temps partiel ou le passage par le temps partiel involontaire sur une période de 6 années. Alors évidemment, c'est beaucoup plus fréquent, mais en termes de différenciation sociale, c'est ça qui m'intéresse, différencier entre des groupes. La question, c'est est-ce qu'on a le même résultat? Alors cette fois-ci, c'est au sein de ceux qui sont actifs au moins un mois pendant 6 ans. Alors évidemment, ça inclut beaucoup plus d'inactifs ponctuels, et particulièrement, ça inclut beaucoup plus de femmes, forcément. Et donc là, on a un dénominateur qui est extrêmement différent, un numérateur qui est très différent aussi, donc un indicateur global qui n'a pas grand-chose à voir, mais qui, en soi, mesure la même chose au sens où on cherche à quantifier la même chose, c'est-à-dire l'insécurité d'emploi. L'idée, c'est de quantifier l'insécurité d'emploi. Donc, de ne pas considérer que le taux de chômage est le seul indicateur, mais de se dire que derrière, on a un objet qui est l'insécurité d'emploi et qu'on peut mesurer différemment avec différentes méthodes. Et je pense en tout cas, je milite pour qu'on ait plus de variété dans les indicateurs d'un objet qui n'est pas défini seulement par l'instrument, mais par ce qu'on cherche à mesurer. Donc là, l'insécurité d'emploi, ça me semble un bon terme pour désigner ce qu'on cherche à mesurer. Et il me semble qu'on doit avoir des indicateurs alternatifs à celui du taux de chômage. Pareil, donc proportion de travailleurs à temps partiel opposé, donc taux de travail à temps partiel opposé au passage par le temps partiel involontaire. Alors une autre différence qui émerge, c'est que Statistique Canada utilise une définition très curieuse du temps partiel involontaire. Je vais y revenir après, mais rapidement, c'est quoi? C'est une optique positiviste sur les raisons d'être à temps partiel. Alors, en fait, une personne est considérée par Statistique Canada actuellement comme étant à temps partiel involontairement quand elle déclare que elle est à temps partiel en raison de la conjoncture économique ou parce qu'elle n'a pas pu trouver un travail à temps plein. Même si elle dit par ailleurs, cette personne-là, qu'elle veut travailler à temps plein. Alors, donc, un cas de figure, par exemple, une femme qui dit qu'elle est à temps partiel parce qu'elle s'occupe des enfants, mais qui par ailleurs dit qu'elle voudrait travailler à temps plein, n'est pas considérée par Statistique Canada comme une travailleuse à temps partiel involontaire, parce qu'elle a dit qu'elle avait comme raison qu'elle s'occupait des enfants. Donc, la définition institutionnelle l'amène à la catégoriser dans du temps partiel volontaire, alors qu'elle veut travailler à temps plein. Donc là, il y a eu une espèce de confusion de jeu sur qu'est-ce que c'est que volontaire. Je pense que c'est très mal nommé comme indicateur. Ils ont gardé l'ancien nom alors qu'ils ont changé la définition. Donc là, je pense que en fait, ce serait bien de changer le nom peut-être, parce que je pense que ça prête à confusion.
Alors, on reviendra là-dessus peut-être après. Alors, qu'est-ce qu'on a pour chômage et temps partiel comme résultat? Alors, les principaux facteurs de différenciation, évidemment, donc les niveaux de scolarité. Alors, d'ailleurs, donc on retrouve à la fois dans l'approche longitudinale comme dans l'approche transversale. Hein. Donc ça, c'est important de noter qu'il y a des convergences, hein, entre les deux indicateurs. Donc, niveau de scolarité, ancienneté de l'immigration, et non pas statut d'immigration, c'est l'ancienneté de l'immigration qui joue sur les taux de chômage. Lieu de résidence, les limitations d'activité, alors évidemment aussi l'origine ethnique. Alors parfois donc c'est lié beaucoup à des effets de composition, mais aussi un peu à du profilage racial. Donc dans le cas des autochtones qui sont très peu scolarisés et très éloignés des grands centres. Dans d'autres cas, pour d'autres origines, c'est très clairement lié à du profilage racial à l'embauche. On peut le montrer aussi par des testings. Donc, on peut le montrer statistiquement que, en tout cas, c'est pas lié à un autre facteur de différenciation, donc c'est pas lié à des effets de composition. Donc, a priori, c'est du profilage racial, et particulièrement, c'est les Noirs, mais aussi les Arabes et les Asiatiques occidentaux, peut-être surtout. Mais donc, c'est les trois catégories, hein, Noirs, Arabes et Asiatiques occidentaux, de catégories de minorités visibles, qui sont les plus victimes de profilage racial. On a des choses aussi qu'on peut analyser du point de vue des programmes publics. Très clairement, par exemple, des choses assez intéressantes, c'est que on a un système d'assurance chômage qui fait de la redistribution régionale. Donc ici, on a des principes de l'assurance emploi qui ne sont pas seulement actuariels. Hein. Ça, je ne le développerai pas. Je vais juste illustrer l'intérêt de l'approche longitudinale par rapport à deux aspects. Un premier aspect, c'est les statuts du temps de travail. Et puis, deuxième aspect, surtout, ça va être la question de la différenciation homme-femme. Donc, premier aspect, alors, une chose qu'on peut très bien faire, c'est d'abord distinguer des chômages de courte durée et des chômages de longue durée de manière pertinente dans un dispositif longitudinal. Donc, on voit que le chômage est très rarement de longue durée. On voit aussi que si on prend les statuts au début de la période de 6 ans, il y a un lien assez net. Toute la question, c'est l'interprétation de ce lien, mais là, je donne juste un tableau croisé, hein, c'est une association, où on voit que, évidemment, les travailleurs autonomes sont les plus protégés, et ceux qui sont en emploi temporaire les moins protégés. Mais on a aussi le fait d'avoir une convention collective et d'être dans un emploi permanent qui joue, et qui joue aussi beaucoup par rapport à ceux qui sont même en emploi permanent, mais couverts par une convention collective. Donc on a ici des différenciations où on voit que le fait d'être couvert par une convention collective a évidemment beaucoup d'incidence, on le sait par ailleurs, hein, mais on peut le retrouver statistiquement. Alors plus intéressant, il me semble, c'est la question des différenciations sexuées. Le taux de chômage, dans l'EPA, la plupart du temps, pour la plupart des mois, peut-être pas la totalité des périodes non plus, mais on a du surchômage masculin. Alors, ce qui est intéressant quand on regarde les choses d'un point de vue longitudinal, c'est que c'est du surchômage féminin qui apparaît, notamment évidemment parce qu'on inclut tous les inactifs qui ont beaucoup plus de chances de se retrouver, de passer par le chômage à un autre moment. Donc simplement, à cause de ce dénominateur qui est différent, eh bien, déjà, on a un diagnostic opposé de surchômage féminin. Peut-être le plus intéressant, c'est quand même de voir la fragilité relative des femmes par rapport aux hommes dans la période d'âge 30-40 ans, avec ici vraiment un écart extrêmement fort pour la période d'âge 35-39 ans. Donc on voit que chez les 35-39 ans, l'écart entre les hommes et les femmes de passage par le chômage est le plus important et le plus élevé. Alors c'est dû à quoi? Évidemment, hein, c'est lié
à des dynamiques familiales. Et donc là, pour avoir vraiment faire un diagnostic en termes causal, ça demanderait d'autres analyses, hein, mais on voit bien quand même que ici on a sans doute des dynamiques familiales qui jouent. Et on voit aussi que c'est avec des données longitudinales qu'on va pouvoir le mieux capter ces dynamiques-là et l'effet de ces dynamiques-là. Alors deuxième exemple, c'est le temps partiel. Donc il y a vraiment cette idée de deux logiques sociales que développe Margaret Maruani. D'un côté, un aménagement du temps à l'initiative du salarié, et puis, je parle trop en fait. De l'autre côté, un mode d'emploi imposé par l'employeur. Alors deux différenciations importantes, âge et sexe. Je vais juste me concentrer sur le passage par le temps partiel involontaire qui change, le diagnostic qui change beaucoup. Donc on voit que, donc ici j'ai produit l'évolution des écarts entre les femmes et les hommes. Donc là on voit que, alors qu'il n'y en a pas pour les 20-24 ans d'écart, donc l'écart est de plus en plus grand en fait par la suite. On voit aussi que les passages par le temps partiel involontaire sont sont beaucoup moins fréquents au Québec que dans les autres provinces, et l'écart est aussi, même s'il est important, il est moins important que dans d'autres provinces. Et là, on voit l'effet, je pense, assez majeur. On peut deviner l'effet des régimes de genre au Québec, donc services de garde et puis congés parentaux. Alors, dernier aspect, la mesure de la qualification. Alors, juste, l'idée, c'est de montrer qu'on peut à la fois travailler sur la mesure de la surqualification et en même temps se souvenir que c'est pas parce qu'il y a on mesure une surqualification que la question de la qualification est résolue, et notamment il faut distinguer donc la question de la reconnaissance institutionnelle de la qualification par Statistique Canada via les niveaux de compétences, qu'on peut appeler les niveaux de compétences dans la nomenclature des professions, et la reconnaissance en termes de revenus qui varie pas forcément toujours en fonction du niveau de compétence. Alors juste quelques illustrations. Alors bon, pour la surqualification, on peut en faisant des correspondances entre les niveaux de formation et puis les niveaux d'emploi, déterminer qui est surqualifié. C'est en tout cas une des méthodes. Puis on peut montrer que c'est surtout les femmes, 25% contre 18% des hommes, surtout aussi évidemment les personnes immigrants qui ont immigré récemment. Et puis il y a même certains pays d'origine où c'est extrême, comme les femmes originaires des Philippines. Puis là, c'est lié à des programmes de sélection, comme par exemple le programme des aides familiales résidentes, qui à 80% recrute des femmes d'origine des Philippines, mais il faut qu'elles soient diplômées, et elles font de l'aide ménagère, elles s'occupent des enfants, donc forcément, elles ne sont pas dans un niveau de qualification qui correspond à leur diplôme. Donc là, on voit comment l'État, d'ailleurs, a institutionnalisé par un processus de recrutement une surqualification institutionnalisée. Donc, alors, mon point principal, en fait, c'est pas trop celui-là, c'est l'idée de dire que on a beau avoir regardé, alors d'abord quand même, on voit en termes de revenus des effets cumulatifs de trois choses. Le fait d'être en travail discontinu ou à temps partiel, et le fait d'être soit cadre professionnel, soit technicien superviseur, soit ouvrier et employé, donc dans les niveaux de compétences correspondants des professions. Donc on voit des revenus moyens extrêmement différents au sein de ceux qui sont à temps plein et continu, mais on voit aussi que les parts de travail discontinu et temps partiel augmentent quand on descend de la stratification sociale. Donc on voit en fait que là, les trois effets se combinent pour expliquer une grosse partie des inégalités. Mais il y a des inégalités internes à chacun des niveaux de compétences. Alors pour prendre quelques exemples, prenons par exemple les inégalités internes aux cadres. Ça a beau être des cadres, on a aussi les gestionnaires en agriculture. Et eux, en moyenne, ils ont moins de 25 000 $ annuels. On a les directeurs de services alimentaires, c'est moins de 40 000 $. Donc ça ne correspond pas du tout à des revenus de cadres, évidemment. On a ensuite, par exemple, pour les professionnels, on a tous les professionnels des arts et du spectacle.
on le sait, hein, qu'ils ont des revenus très très faibles, mais on les quantifie dans la catégorisation des professions comme professionnels. Mais ils n'ont pas du tout des revenus professionnels. Alors, quand on mesure la surqualification, là, il faut quand même avoir ça en tête aussi. Troisième aspect, alors on retrouve ici, principalement, je mettrais en évidence les éducatrices de la petite enfance, qui ont un niveau B, oui peut-être, mais qui n'ont pas des revenus de niveau B du tout. Alors là, c'est toute la question donc, de la reconnaissance. Dernière chose, alors peut-être un peu dans le sens inverse, hein, on a ici des niveaux C et D, mais on a aussi des gens qui gagnent plus de 60 000 en moyenne. Alors, on ne peut pas penser à ceux qui travaillent dans les mines, mais évidemment, donc il y a des compensations ici, mais aussi, il y a tout un ensemble d'autres professions. Alors, pour revenir à hommes-femmes, on retrouve ces inégalités internes entre hommes et femmes dans toutes les catégories, je dirais. Donc là, dans les professions qui sont les plus féminines, on retrouve systématiquement des gains moyens quand on travaille de manière continue à temps plein qui sont inférieurs chez les femmes. Et donc, on voit l'effet interprofessionnel majeur. Alors, peut-être, évidemment, hein, on a juges, avocats et notaires, travailleurs sociaux. Il y a 18% d'hommes, non, 18, c'est ça, 18% d'hommes contre 60% pour les juges, avocats, notaires. Et évidemment, les revenus sont très distincts. On pourrait faire, là vous avez tout un ensemble dans le livre d'exemples. Hein. On peut accumuler tous ces exemples. Alors c'est quoi donc ça aboutit à une vision des décompositions en hommes-femmes de salaire. Alors évidemment, si on doit partir de tous les travailleurs, hein, donc là on a un écart de revenus annuels et utiliser les revenus annuels, selon moi. Donc là on a un écart de 45%. Si on prend juste ceux qui sont à temps plein toute l'année, on a un écart de 34%, c'est beaucoup moins, évidemment. Et puis en revanche, quand on prend l'effet intergroupe, donc de ségrégation, on a qu'à 46% de cet écart qui s'explique par l'effet intergroupe. Donc vous voyez que donc on a en gros un tiers des différences de revenus qui rejoint donc la question des différences de taux de travail discontinu ou à temps partiel. Un autre tiers qui est lié à des phénomènes de ségrégation professionnelle et de reconnaissance du revenu à niveau de compétences égales. Et puis, on a ici des effets intragroupes, quand même un tiers des effets, donc qui sont liés évidemment à des questions, à d'autres aspects là que je regarde pas. Alors, peut-être dernier point avant de terminer. On étudie beaucoup les questions de revenus à partir des enquêtes. Là, je les ai étudiées à partir de l'enquête nationale auprès des ménages de 2011. Mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'étudier les conventions collectives, donc les grilles de salaire, notamment parce que dans les conventions collectives, on n'a pas seulement on a les grilles de salaire, mais on a surtout les critères de justice implicite qui nous donnent ces grilles de salaire, les logiques des grilles de salaire. Donc, par exemple, des rémunérations à l'ancienneté versus des rémunérations horaires, un taux unique. Et puis aussi les catégories de main-d'œuvre différentes qui sont concernés. Alors, donc la question en fait de la qualification est aussi traitée on peut la traiter à travers les conventions collectives. Donc, il me semble intéressant et c'est relativement peu étudié d'étudier aussi le salaire, non seulement via l'étude des grandes enquêtes, mais aussi à travers les conventions collectives. Puis là, mon projet actuel, ce serait d'analyser les grilles de salaire comparées dans le domaine de l'enseignement au sens très large, c'est-à-dire en allant de la petite enfance jusqu'à l'université et en prenant toutes les catégories de main-d'œuvre. Donc pour montrer
la diversité des critères de justice qui sont implicites aux grilles salariales et aussi aux avantages sociaux qui sont négociés, en plus des régimes publics. Et ça, c'est très important également. Juste pour vous donner un exemple, par exemple, les éducatrices à la petite enfance n'ont qu'une semaine de plus que le régime d'assurance parentale, alors que, par exemple, les professeurs de Bishops ont 1 an en tout, à 100% de rémunération. Donc, on voit ici des éléments de différenciation sociale extrêmement importants et qu'on ne retrouve que dans les conventions collectives, dans les régimes en fait privés mais collectifs, et qui créent aussi autant de différenciation sociale, sinon plus, que les autres, à la fois en termes de revenus et en termes d'avantages sociaux. Excusez-moi si j'étais un peu long, mais je terminerai ici ma présentation. Merci beaucoup. Alors Stéphane, c'est très instructif, très intéressant. Et donc, la période de questions, on a une bonne quinzaine de minutes maintenant pour prendre vos questions. Pour les gens qui sont en ligne, je vous invite à les écrire, comme je vous expliquais tantôt, en cliquant sur l'onglet questions, et je les lirai pour vous. Maintenant, dans la salle, quelqu'un veut briser la glace? Merci Stéphane, très intéressant effectivement. J'avais une question aussi pour les différences entre hommes et femmes par rapport à la mobilité entre les emplois, comme une impression que c'est plus difficile pour les femmes une fois qu'elles ont un emploi, de changer d'emploi, de prendre le risque de laisser cet emploi pour retrouver un autre emploi, alors que pour les hommes, ça c'est plus facile, peut-être par leur formation, par le réseau, parce qu'il y a déjà des hommes qui peuvent être peut-être qui occupent les emplois. J'ai l'impression que là, il y a aussi des différences qui restent marquées au-delà des salaires aussi dans cette mobilité entre les emplois. Je ne sais pas si tu as des informations là-dessus. C'est une très bonne question, merci Solène. Je dirais que j'ai pas regardé cet aspect-là. J'aurais voulu le faire idéalement, c'est-à-dire en fait je l'aurais regardé en prenant dans l'enquête sur la dynamique du travail et du revenu les mobilités en termes de profession. Puis j'ai utilisé l'enquête juste pour analyser le chômage, donc l'instabilité d'emploi et puis le temps partiel. On peut, donc je ne peux pas répondre à la question directement, même si on peut penser que tu as tout à fait raison de supposer cela. Mais il faudrait le regarder de manière un peu plus détaillée. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que quand elles interrompent leur période d'emploi, notamment quand elles ont des enfants, elles font face à des périodes de chômage, donc elles ne retrouvent pas leur emploi comme idéalement un régime comme le régime d'assurance parentale conduirait à le rendre plus fréquent. Alors de ce point de vue-là, on pourrait penser que les mobilités sont peut-être un peu plus possible au Québec que dans d'autres provinces, comme on peut le voir par rapport au chômage. Mais faudrait le voir. Mais je pense que tu aurais raison dans ton hypothèse. Et encore une fois, je l'ai pas regardé. Et je pense pas que ça a été vraiment regardé, ces mobilités intragénérationnelles de profession, en fait. Je sais pas si ça a été regardé. C'est aussi assez difficile à faire. Enfin, ça demande de regrouper certaines professions entre elles. Donc, ça demande tout un ensemble ça pose tout un ensemble de défis, je pense, à l'analyse longitudinale. Mais ce serait très stimulant, je pense, de regarder cette question-là. Oui, merci beaucoup. Belle présentation.
Moi, j'avais une question sur les origines nationales. Donc, vous avez regardé un peu l'intersectionnalité, c'est-à-dire savoir si c'était plus difficile, par exemple, pour certaines femmes de certaines origines. Bon, vous avez parlé un peu des femmes d'origine asiatique, donc dans certains métiers, mais est-ce que vous avez aussi d'autres résultats dans ce sens-là pour peut-être d'autres groupes? Et ici, je sais pas, là, j'ai pas très bien vu là, comment les données avaient été traitées, si même c'était possible de le faire, mais si ça pouvait varier, par exemple, par catégorie d'immigrants, savoir s'il s'agissait de demandeuses principales ou s'il s'agissait plutôt enfin, de toutes les catégories confondues, incluant des femmes qui peuvent accompagner un demandeur principal là, pour les immigrants travailleurs, par exemple. Donc, parce que parfois, on a trouvé, enfin, j'ai travaillé sur cette question-là avec une étudiante, on a trouvé que ça variait beaucoup selon la catégorie des migrants, cette question d'intersectionnalité, justement. C'est très intéressant. J'ai pas du tout regardé cette question, honnêtement. Donc, par rapport à la catégorie de migrants, j'avais commencé à le regarder et puis finalement, je l'ai laissé de côté pour mettre de l'avant les autres différenciations. Alors c'est vrai que ce serait intéressant de le réintroduire peut-être dans une autre édition parce que je pense que effectivement ça joue majoritairement. Pour ce qui est des choses que j'ai regardées, excusez-moi, je ne peux pas répondre à votre question par rapport à cet aspect-là. Pour les choses que j'ai regardées, c'est sûr qu'il y a des éléments d'intersectionnalité que j'ai regardés, notamment peut-être le résultat le plus frappant, on le connaît, mais quand même, j'ai été très, très surpris de cette ampleur-là, c'est le taux de chômage des femmes arabes ou asiatiques occidentales diplômées de l'université. Et là, les taux de chômage sont extrêmement élevés, très très élevés. Donc l'écart avec à la fois les autres femmes, mais aussi les hommes d'origine immigrée est vraiment très important en défaveur des femmes et d'un point de vue transversal. Donc encore plus, je le suppose, d'un point de vue longitudinal, ça le serait. Donc là, je pense que ce sont des indicateurs de profilage racial genré, accentués par le genre en fait, et qui jouent en défaveur des femmes. Et c'est pas forcément le cas, et même je pense que ça n'est pas le cas pour les autres origines. Par exemple, je pense que pour les personnes immigrantes d'origine européenne, enfin, c'est pas je pense, mais on n'obtient pas cet écart. Donc c'est plus l'origine qui joue et puis le diplôme que le genre. Donc on voit qu'il y a un effet intersectionnel là, qui joue très nettement. Autre aspect qui joue nettement, mais qui est construit, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est des pays d'origine très précis. Hein, les Philippines, par exemple, il n'y a pas de taux de chômage, mais il y a un taux de surqualification c'est complètement, je sais plus, c'est en tout cas 50%, alors que j'ai pris l'ensemble des personnes originaires des Philippines. Donc pas seulement les femmes du programme des aides familiales résidentes. On voit qu'il y a des effets d'entraînement sans doute. Et puis il y a celles qui sont sorties du programme aussi peut-être. Mais il reste que là on a des formes spécifiques de désavantages qui touchent certaines femmes de certains pays d'origine, de certaines minorités visibles. Donc ici, en fait, ça appelle à la démultiplication de plein d'études de cas parce qu'on voit bien qu'effectivement, il y a plein de cas spécifiques. En même temps, il y a des tendances globales. Moi, la manière dont parce que juste pour aller rapidement, mais François Dubet, par exemple, une sociologue français des inégalités, il dit c'est un gouffre sans fond. Il y a tellement de dimensions, tellement de facteurs, c'est un gouffre sans fond. Il a raison, mais en même temps, il faut quand même s'y plonger dans le gouffre. Et alors, la manière de s'y plonger, c'est de dégager des grandes tendances, puis après, je pense, regarder certains cas particuliers où c'est pas seulement du cumul qui joue, mais des intersections, par exemple, effectivement. Alors, moi, j'appelle ça des effets d'interaction, parce que même si on se réfère à l'intersectionnalité, ça reste quand même une littérature, l'intersectionnalité, qui est fondée sur l'expérience qualitative, sur l'expérience,
davantage que sur donc des quantifications. Et je pense que c'est plus adapté, le terme intersectionnalité, aux travaux sur les injustices croisées que à l'étude des effets d'interaction dans des inégalités. Mais donc, oui, mais pour répondre je peux pas répondre à la première partie et je serais très content de lire vos travaux là-dessus, en tout cas. Alors, dernière chance en ligne, je vais poser moi-même, je ne suis pas certaine, ma question est pertinente, mais je voudrais revenir à votre cadre conceptuel. Parce que j'étais contente de vous entendre. Toute la présentation était super intéressante. Je voyais la décomposition justement des inégalités, mais je me disais, justement, en voyant votre modèle sociologique, je me disais, ouais, mais ultimement, là, ok, je cherchais le volet revenu, mais je vois qu'il est tout en bas complètement. Je me dis, il faut l'intégrer dans le concept. Il me semble que ultimement, le revenu, l'emploi, c'est ça, ok, je ne l'avais pas vu. Donc, je m'attendais à une colonne peut-être à la fin, mais ok, parfait. Alors, voilà. Peut-être même je peux commenter là-dessus, parce que c'était au centre de ma thèse. Hein. C'était cette idée que on pouvait regarder la discrimination salariale sans regarder tous les processus en amont qui font que on a des discriminations salariales in fine. Et moi, ce qui me semblait, c'est que quand les économètres mesuraient la discrimination salariale, ils ne mesuraient pas quelque chose de synthétique de l'ensemble des inégalités, c'est qu'ils les oubliaient, les autres inégalités. Et que, en fait, en gros, ce qu'ils regardaient, c'était le dixième des inégalités, puis ils décomposaient le dixième des inégalités. Mais les choses principales se passent ici. Alors, j'ai dit qu'elle se passe aussi ici, hein, notamment sur la question de la reconnaissance salariale de la qualification, ça se passe ici exclusivement. Et c'est extrêmement important, c'est toute la thématique d'ailleurs de l'équité salariale qui n'a pas porté ses fruits encore, hein, et dont on peut imaginer qu'elle porte ses fruits plutôt à l'avenir que maintenant. Donc, je pense que même si ça date depuis, même si c'est ancien, il reste que ça va porter des fruits plus tard. Alors, l'idée, je pense que l'idée de mon livre, c'est que une des idées, c'était de reprendre les travaux sociologiques qui disaient que avant de regarder les revenus, il faut comprendre tous les processus de différenciation qui font qu'on comprend pourquoi les revenus sont différents. Et après, éventuellement, on doit regarder les questions de revenus, mais faut commencer par le commencement. Et donc, évidemment, ce schéma-là s'inscrit en faux contre la vision économique qui a tendance, disons, à relayer. Il y a deux choses, hein, peut-être là-dedans. C'est donc à regarder surtout les revenus et pas les autres dimensions et surtout pas les processus. Et également à considérer les différences de revenus comme des déterminants d'autres caractéristiques individuelles et aussi à gommer l'ensemble de toutes les institutions sociales qui créent les différenciations. C'est pas c'est pas seulement un cadre, un contexte, c'est qu'elle crée elle-même les différenciations. Par exemple, si je prends l'assurance chômage, elle crée un désavantage, en fait, elles institutionnalisent une discrimination indirecte des femmes dans la mesure où l'admissibilité est fondée sur les heures de travail, ce qui exclut les femmes à temps partiel de l'accès à des prestations d'assurance emploi. Je veux dire, c'est fondamental dans le processus même de construction de la différenciation en termes de continuité de l'emploi. Mais je peux vous dire que déjà par rapport à ce qui se faisait en 1972, c'est déjà beaucoup mieux. Donc, on a vraiment de l'espoir. En 72, dès qu'on était enceinte, on était considéré inapte. Oui. Donc, on perdait immédiatement. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais donc, il y a eu des améliorations dans le temps. On ose espérer que ça va continuer en effet parce qu'on n'est pas encore rendu là. C'est vrai. Alors, écoutez, il est 14h15. Je vais donc vous remercier infiniment. Très intéressant la présentation. Merci à tous aussi d'avoir été là. Et puis, simplement signaler que nous avons
un autre webinaire, séminaire la semaine prochaine, vendredi prochain, avec Suzanne McDaniel, sociologue également. Donc, on va parler plutôt autour du vieillissement, le bien-être des aînés, plus en termes de revenus et comparaison États-Unis-Canada. Alors, vous êtes cordialement bienvenus. Et encore une fois, merci et bonne fin de journée. Beaucoup.